Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, heureux de vous retrouver en cette émission spéciale sur la balkanisation de la République démocratique du Congo. Ce soir, nous allons en savoir un peu plus sur ce mythe ou une réalité. Qui est derrière cette balkanisation? Qui sont les acteurs derrière cette polémique, si elle l'est, et si c'est une réalité? Nous allons en savoir ici. Les acteurs politiques congolais vont s'exprimer, les acteurs politiques rwandais vont s'exprimer, mais également les chercheurs vont nous partager leur avis sur cette question. Ce n'est pas que la balkanisation, mais également nous avons ce qu'on appelle ce sentiment de refoulement et ce sentiment plutôt de haine qui monte, c'est anti-rwandophone ou le peuple qui parle le Kinyarwanda dans le sud et le nord Kivu et un peu ailleurs dans le Congo. Pourquoi cette stigmatisation? Qui en profite? Pour en savoir, permettez-moi de vous présenter mon panel de ce soir. Je suis avec le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Olivier Nduhungirehe, un habitué de la télévision rwandaise. Merci Edith pour l'invitation. Je suis également avec le docteur Chiaka Agé. Il est de la communauté Banyamulenge. Il connaît le Rwanda, la RDC où il est né. Il va nous en dire un peu plus sur cette stigmatisation, mais également les facteurs historiques. Nous sommes également avec Nyiringabo Gatete Ruhumuriza, qui est un chercheur et un avocat. Ici, il est aussi question de droits de l'homme, non? Oui. Voilà, ce sont les trois que nous serons avec ici sur notre plateau. Mais bien avant de commencer, je pose la question d'une manière générale. Et ça fait plusieurs semaines maintenant, plusieurs mois, mais ces dernières semaines, nous avons vraiment suivi une certaine pression. On a senti vraiment que les choses ne sont plus que seulement de la spéculation, c'est une réalité. On sent une campagne, une idée qui prend place, qui s'installe sur la balkanisation du Congo. Nous avons pensé que nous avons laissé ça dans les années début 2000, où on a trop parlé de cette théorie. Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, pour celui qui ne connaît pas également exactement cette théorie, y a-t-il un projet, un plan pour balkaniser le Congo? Merci beaucoup. Cette idée de balkanisation, c'est pas une idée nouvelle. Hein. C'est une idée qui existe depuis longtemps en République démocratique du Congo sous diverses formes. Des fois, on l'appelle l'empire Hima. Et donc, il s'agirait d'un plan du Rwanda, de l'Ouganda, de Burundi, de saucissonner un peu la République démocratique du Congo pour s'accaparer l'Est ou les territoires de la RDC, soit en y déversant une partie de la population et en annexant ce territoire. Donc, ce sont des théories du complot. Et des fois, la population, c'est vrai, veut une sorte d'échappatoire à leur propre misère. Et donc, des politiciens qui mettent de l'huile sur le feu, ce sont les plus à condamner parce qu'ils surfent sur ces peurs et ils les encouragent. Mais on a vu ces derniers mois une résurgence de cette idée, de cette théorie du complot, ce qui étonne, puisque en fait, cela arrive au moment où le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, est en train de mener des opérations militaires décisives contre les groupes armés qui, je dirais même, sont en train de balkaniser le Congo. Ce sont ces groupes armés qui sont en train de prendre une partie des territoires, en train de rançonner la population, d'exploiter les ressources naturelles, de piller, de tuer, de violer. Et donc, il y a une action des forces armées de la République démocratique du Congo, mais c'est curieusement à ce moment où cette théorie de balkanisation du Congo qui est dans les milieux politiques de l'opposition, de ceux qui n'ont pas gagné les élections, mais aussi de certains du clergé qui mettent de l'huile sur le feu alors que la situation et le contexte ne s'y prêtent pas.
Docteur Chiaka, c'est quand même assez grave lorsque de tels propos trouvent des supporters même au niveau du clergé. Tout à fait d'accord, mais je vais continuer sur la lecture que faisait monsieur le secrétaire d'État, parce que, comme il a dit tantôt, l'idée n'est pas nouvelle. Nous sommes nés au Congo, nous sommes nés et grandis au Congo, mais c'est la première fois que ça prend une telle dimension. À l'époque, on l'attendait, ça se disait, mais de manière très timide. Mais pour le moment, ça a pris une autre dimension, à mon avis très inquiétante. Pourquoi Je vais peut-être y arriver, mais je voudrais commencer par préciser que ça relève de l'utopie. Il n'y a aucun élément objectif qui permet aujourd'hui, surtout pas dans le contexte actuel, de penser à la balkanisation de la RD Congo. Les relations se sont améliorées avec le Rwanda parce que tous les mots de la RDC étaient lancés contre le Rwanda. Tout le monde considère que tous les malheurs de la RDC venaient du Rwanda. Mais aujourd'hui que les relations se normalisent, c'est surprenant, c'est même déroutant. Je ne comprends pas pourquoi ça a été récupéré. Mais je pense que ça a à faire avec un discours de la haine qui a été construit par les gens comme Honoré Ngwanda, je pense. Qui est l'ancien de... C'est un ancien de Mobutu. Un des proches. Très proche, c'est un nostalgique, j'imagine, parce qu'il était très important à l'époque de Mobutu. Mais si vous visitez un peu les sites les YouTube, il a beaucoup de vidéos sur le Rwanda, contre les rwandophones. J'imagine que c'est à partir de ce discours que le clergé a été piégé. Gatete, vous êtes, je vous ai introduit comme chercheur, mais également juriste, avocat, mais vous êtes également blogueur. Un des très actifs que nous avons ici au pays et même dans la région. Vous ne pensez pas également que l'époque des réseaux sociaux contribue également à attiser le feu, ou c'est facile, comme l'autre qui disait que les réseaux sociaux ont donné la parole même aux gens qu'on ne pouvait pas entendre, qui n'avaient pas droit à la parole à l'époque? Oui, mais d'accord, les réseaux sociaux, comme tout réseau, en fait, ils sont alimentés par des gens. Mais dans cette situation de balkanisation, il y a des éléments assez contradictoires, flagrants, que les gens ne relèvent pas. Par exemple, la balkanisation dont on parle, en fait, les Congolais qui en parlent sont soucieux de perdre des terres, pas des peuples. Vous m'avez annoncé comme avocat des droits humains. En fait, c'est une sorte de fantasme. Les Congolais pensent que les terres sont tellement riches qu'ils attirent la convoitise des voisins. Ce qui est vrai ou pas, mais en réalité, il y a eu massacre de Banyamulenge. Je n'ai pas vu un seul politicien congolais monter au créneau et parler et dénoncer les massacres. Et il y en a eu. Il y en a eu. Des gens comme Moïse Nyarugabo et autres. Ce ne sont pas eux qui parlent de balkanisation, justement. Moi, non, ils ont dénoncé les massacres. Oui, mais moi je parle des politiciens qui parlent de balkanisation aujourd'hui. Ils ne se soucient pas des réalités et des violences auxquelles font face le peuple. Ils parlent de la terre, ils parlent du sous-sol de la terre. Ils ne parlent pas des gens qui vivent au-dessus de ces terres, qui sont en réalité la plus grosse richesse de cet espace-là. D'une part. D'autre part, vous avez des politiciens comme Mozito, qui d'abord, qui est ancien Premier ministre, malheureux. Ancien Premier ministre, et même son colistier, le candidat malheureux en question, Fayoulou, qui d'abord, Mozito déclare ouvertement son intention d'annexer le Rwanda et se retourne pour l'accuser le Rwanda de balkanisation. Donc en fait, c'est une accusation à miroir, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc eux, ils veulent balkaniser le Rwanda. Encore une fois, c'est un fantasme, mais en faisant cela, ils se retournent ensuite pour dire que c'est le Rwanda qui veut annexer le Congo. En fait, annexons-le avant qu'eux nous annexent. C'est comme ça que ça fonctionne. Tuons-le avant qu'ils nous tuent, etc. Donc, c'est deux éléments qui sont très intéressants. D'une part, le fait qu'eux expriment ouvertement leur intention d'attaquer et d'annexer le Rwanda. Il n'y a aucun politicien, et je parle sur le contrôle technique du ministre, il n'y a aucun politicien rwandais qui a souhaité annexer, attaquer, etc. le Congo. Au contraire,
Mais des politiciens congolais, de l'opposition, j'entends, peuvent ouvertement dire il nous faut, et au Parlement congolais, un mois ne passe qu'ils expriment ce souhait là-bas. Donc en fait, c'est ça les questions que je suis surpris qu'elles ne soient pas relevées. Qui d'autre qui doit parler de la République démocratique du Congo mieux que son président de la République qu'on appelle garant de la nation, si je dois aussi me référer par rapport aux termes juridiques. Le président Félix Antoine Tshisekedi était récemment en tournée en Europe et à Londres, il a eu à s'entretenir avec la diaspora congolaise sur place. En Europe, on retrouve des opposants ou des hommes, des radicaux même, sur le plan européen. Peut-être l'ambassadeur Ndungire va nous en parler un peu de cette mouvance et de toutes ces forces qui sont sur le continent européen. Là, il s'exprimait par rapport à ce projet de balkanisation. Écoutez ce que le président Tshisekedi pense de cette balkanisation et cette hantise qu'on remarque dans le chef de certains membres de la diaspora congolaise en Europe. Botika Kolanda Biloba Loba. Balkanisation. Je voudrais vous demander d'éviter de prêter vos oreilles aux rumeurs infondées et sans soubassement. La balkanisation n'existait pas, ni dans le plan ou encore moins dans l'action. Que tout Congolais se sente fier et se rassure que son pays ne va nullement pas changer. Je voudrais envoyer un message à tous ces Congolais qui n'ont pas encore compris ceci. Ces Congolais qui ont choisi les manifestations et les injures et de violenter leurs compatriotes congolais en se disant combattants, eh bien, je dis non. Le vrai combattant est celui qui se bat pour la vérité. C'était là donc le président Tshisekedi qui s'exprime. C'est quand même contradictoire. Qui devrait parler ou alerter le monde par rapport à cette balkanisation? C'est plutôt le président de la République. Oui, qui est le premier responsable des affaires du pays. Exactement. Si balkanisation il y avait, ce serait le président de la République qui devrait alerter le monde. Mais cela est la preuve qu'il s'agit d'un mouvement de haine, un mouvement de xénophobie qui a été initié par des hommes politiques, on en a parlé. Il y a aussi l'ancien candidat malheureux qui en parle souvent et même qui parle de l'infiltration de l'armée congolaise par les Rwandais sans donner le moindre élément de preuve. Et puis il y a aussi le cardinal qui a parlé aussi de Rwandais qui ont déversé la population rwandaise venue de Tanzanie à l'est de la RDC. Donc c'est assez bizarre que ce ne sont pas les autorités congolaises qui alertent le monde de cette soi-disant balkanisation, ce qui est la preuve que c'est un mythe qui est seulement entretenu par des politiciens, des hommes du clergé qui veulent en fait faire ce qu'en anglais on appelle de cheap populisme, pour plaire, pour surfer sur les peurs populaires. Normalement, les peurs populaires dans chaque peuple, ils existent. Il y a toujours des théories du complot dans chaque peuple. Mais c'est la responsabilité des hommes politiques d'être droit et d'expliquer à la population, comme le président Tshisekedi vient de le dire, de dire à la population la vérité et de ne pas surfer sur ces peurs populaires. Et le problème, c'est qu'on a même des membres de l'administration qui s'adonnent à ces théories sur les réseaux sociaux et autres, ce qui est vraiment irresponsable de leur part. Mais monsieur le ministre, nous avons la République démocratique du Congo qui a 9 voisins. Mais pourquoi toujours le Rwanda revient à table? Pourquoi on ne parle pas d'autres voisins? C'est-à-dire que le Rwanda a des intérêts particuliers par rapport aux autres 8 voisins restants? En fait, quand on commençait l'émission, je disais que la soi-disant balkanisation a aussi il y a d'autres versions, d'autres synonymes, comme l'Empire Hima. Vous vous rappelez de cette théorie de l'Empire Hima, qui n'est même pas uniquement congolaise. Il y a bien sûr des
des Rwandais de l'opposition qui en parlent. Il y a même un juge qui en a fait la base de sa théorie. Le juge espagnol Fernando André Meirelles, il en a fait la base de son ordonnance. Et donc, il y a ce mythe-là d'un empire Hima du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. C'était il y a quelques années, 25, 30 ans, il y a 30 ans qu'on en parle déjà. Et donc l'objectif, c'est de dire, ces trois pays qui veulent s'accaparer le Congo. On ne parle pas de la Zambie, on ne parle pas de la Centrafrique et d'autres pays, mais et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'on parle de Rwandais, mais aussi dans beaucoup de discours au Congo, on parle de Tutsi. Donc ça existe souvent. Et donc il y a ce mythe-là d'une conspiration des Hima, des Tutsis contre le Congo, ce qui est vraiment dommage que ce soit même au niveau des cardinaux ou des hommes politiques de premier plan qui font ce genre de discours de haine et de xénophobie. Le docteur Agé semble avoir quelque chose à rajouter par rapport à ça. Je voudrais juste dire que le mythe mythique, à mon avis, c'est la matrice idéologique de tout ce qui se trame, de tout ce qui se dit autour de la balkanisation, mais on peut peut-être commencer par la sécession. Ça n'a pas commencé avec le discours du clergé ni du candidat malheureux, Adolphe Muzito. Déjà, 11 jours après l'indépendance de la RDC, il y a Moïse Tshombe qui proclamait... Vous parlez de la sécession katangaise. Au sud, loin du Rwanda. Loin du Rwanda. Okay. Et parfois, ils en parlent eux-mêmes. Même actuellement, il y a des mouvements de sécession au Katanga, des gens qui s'expriment, des tendances qui s'expriment au pays comme à l'étranger. 11 jours seulement après l'indépendance du Congo, à l'époque. Mais on n'en parle pas. Il y a des gens qui s'autoproclament sécessionnistes, mais on continue à regarder du côté de l'Est. Il y a le Rwanda. À mon avis, c'est le mythe mythique. Et le mythe mythique suggère 3 niveaux de différence. La différence d'origine, la différence d'ethnie, parfois même de race. Ils parlent même de race. C'est incompréhensible. Et la différence chronologique quant à l'arrivée dans la région. Et donc, ces outils-là sont considérés comme des derniers arrivants, et donc déjà qui n'ont pas le même droit comparé aux autres. C'est pour cela, à mon avis, que la même théorie revient toujours. Et pour les gens qui connaissent bien la RDC, les rwandophones, Hutus, je dis bien autres que Tutsis, ne font pas face à cette forme de xénophobie, de haine et de rejet, au même titre que les Tutsis, qu'il s'agisse du Sud ou du Nord Kivu. À mon avis, le mythe mythique reste un problème très sérieux, malgré son caractère artificiel. Gatete, très récemment, toi, tu as publié un article dans Jeune Afrique où tu revenais sur cette hantise. Et toi, tu es même allé loin par rapport à cette théorie. Tu as parlé d'une région qui même a appartenu au Rwanda autrefois. Et tout le monde ne t'a pas... Tout le monde n'était pas d'accord. C'est assez controversé. Oui, alors, écoute, pour ne pas créer pour peut-être lever la polémique, c'est que le partage de l'Afrique est tel qu'il est aujourd'hui. La meilleure chose est de savoir que l'Afrique, tout le monde s'en tient aux frontières qu'il a. Mais maintenant, il y a une raison pour laquelle il y a des communautés rwandaises dans cette partie du Congo. Parce que le mythe, c'est le fait qu'ils soient arrivés après. Il y en a qui étaient là depuis le premier jour. C'est là, chez eux, c'est là-bas. Il n'y a pas que les Banyamulenge, il y a des Banyajomba, il y a Banyamasisi, il y a Banyaruchuru, il y a Banyabibwe, etc. Et puis il y a d'autres... Nous avons les Hima dans le nord. Il y a les gens à Ituri, les Hema. Les Hema et les... Oui. Alors, ces peuples-là ne sont pas allés... Enfin, il y en a qui sont partis dans les années 70, dans 59, 60, 70, même avant. Dans les années 30. Oui, avant, quand ils allaient travailler dans les mines, etc. Ça, c'est des gens qui sont partis. Le même colon qui a divisé, qui a partagé l'Afrique, mais on n'a pas demandé aux Rwandais et aux Congolais ce qu'ils en pensaient. C'est ça qu'il faut que les gens commencent à regarder. On ne nous a pas consultés pour dire vos frontières s'arrêtent où, vous voulez vivre comment.
On a utilisé une latte, on a fait comme ça. Et puis, c'était une cartographie de la propriété privée de Léopold II. Roi de Belge. Roi de Belge. Alors, alors ces terres-là appartiennent aux gens qui y vivent. Ça n'appartient à personne d'autre. Est-ce que ces gens-là, au fond, je ne sais pas si ces gens-là ont envie d'être Congolais ou d'être Rwandais, ils ont envie de vivre tranquillement, ce qu'on appelle une autodétermination interne. Ça signifie vivre en paix, avoir accès aux droits et aux libertés dans son pays. Peu importe, ce pays peut s'appeler Zaïre ou Congo, ou démocratique, ou Congo Kinshasa, Congo belge, etc., tout ce ou que tu Congo veux. belge, pourvu qu'ils vivent bien sans être lésés et discriminés du jour le jour. Bon, mais maintenant, une autre chose, c'est que ces gens-là qui habitent là-bas, vous rendez compte qu'après le génocide, ils font face à la même équipe qui a commis le génocide contre les Tutsis au Rwanda, se déplace vers le Congo. Donc il y a un travail d'idéologie génocidaire qui s'installe aussi. En fait, cette théorie qui est la plus grosse théorie du IMA était en fait une manne pour cette frange des gens qui, les FDLR, etc. Leur mission déclarée, c'est cette région ne vivra jamais en paix tant que les Tutsis seront ici. En réalité, si on regarde l'histoire, la dernière fois que le Congo a connu ses années de gloire, c'est quand les Rwandais faisaient partie du Congo, de la gouvernance, en toute quiétude. Moi-même, je suis né au Congo comme lui. Même si moi, je n'ai jamais été Congolais, moi j'étais Rwandais, j'étais réfugié. Mais pendant qu'on était là, on vivait beaucoup plus paisiblement qu'aujourd'hui. Alors, la question au fond, c'est qu'il y a eu... Bon, d'abord, il y a une histoire de guerre. Notamment par rapport à cette histoire-là de Rwanda post-génocide qui se fait attaquer par des génocidaires du Congo. Donc on a une histoire de guerre entre le Rwanda et le Congo. Après, on a cette idéologie génocidaire qui est répandue dans le Congo. Mais après, vous avez aussi les gens qui étaient là avant, qui ont été chassés. Les Mobutistes, les Abialimanistes, les franges internationales qui les soutiennent, ils sont encore en vie. Alors ces gens-là continuent de travailler. Et c'est ces gens-là qui surfent sur qui exploitent ce qu'il a dit, qui exploitent les bases instincts. Toi tu es comme ça, toi tu es comme ça. Enfin, moi je pense que c'est ça la question. Mais j'aimerais bien qu'on passe aux avantages quand même, qu'on a gagné au rapprochement. On va revenir là-dessus, mais j'aimerais également aussi qu'on puisse suivre l'intervention du gouverneur du Nord Kivu, parce que chaque fois, les problèmes qui ont toujours été cités, historiquement parlant, le Nord et le Sud Kivu ont toujours été pointés du doigt par les mêmes personnes. Ce sont les deux provinces, du moins, qui sont, entre guillemets, menacées de balkanisation, qui doivent partir les premières, selon cette théorie de balkanisation. L'autorité provinciale, c'est le gouverneur du Nord Kivu, il s'appelle Kasevita Charlie. Lui, il parle. C'est dans une conférence de presse de la semaine dernière, il s'exprime également sur cette théorie de balkanisation que lui semble n'avoir aucune idée. Moi, je n'ai jamais cru, pas parce que je suis naïf, mais parce que je crois à la République démocratique du Congo. La balkanisation ne peut réussir si nous, les Congolais, nous le voulons. Nous la voulons plutôt. Il faut savoir les conditions et les éléments qui peuvent soutenir cette thèse. D'abord, la volonté de se séparer de l'ensemble. Cette volonté-là n'a jamais existé dans les chefs des enfants du Nord Kivu. Et pourquoi ça partirait du Nord Kivu? Parce que, je ne sais pas, peut-être les gens peuvent faire l'analyse à cause des problèmes que nous avons, que ce soit la guerre de l'AFDL, elle était partie d'ici, que ce soit la guerre de CNDP et tout ça, les gens font un peu l'association des idées. L'association des idées. Il parle de la guerre de AFDLRC, il parle exactement de la période de 96 où Laurent Désiré Kabila arrive avec une idée fixe de faire partir Mobutu et de libérer le Congo. Laurent Désiré Kabila qui est aujourd'hui considéré comme héros national au Congo. Il parle des CNDP. Tout ça, ce sont des mouvements rebelles congolais. Il ne parle pas de pays. Pourquoi, tout d'un coup, il revient sur des histoires anciennes, mais qui aujourd'hui, lui ne comprend pas pourquoi on part
de 96, des années 98, pour aujourd'hui tomber 20 ans après, revenir encore sur cette idée de balkanisation que lui ignore. Oui, en fait, à l'époque, on en parlait, bien sûr, à l'époque des guerres du Congo et de différents mouvements rebelles, CNDP, M23. Et puis, ça s'est calmé un tout petit peu. Et puis maintenant, ça revient en force. Mais déjà, le fait que le gouverneur du Nord Kivu, la personne concernée qui dirige un territoire qui devait partir le premier, ne soit pas au courant de cette balkanisation, montre en quoi cette théorie est farfelue. Et on voit des politiciens comme Martin Fayulu qui ont fait le voyage dans cette région, même le cardinal, en parlant de cette balkanisation, alors que les autorités locales et les personnes, on ne voit pas de cette balkanisation. Donc, c'est vraiment d'une irresponsabilité dont les personnes concernées ne mesurent pas la gravité. Parce que lorsqu'on est dans nos pays, vous savez, lorsqu'on a une parcelle d'autorité, on doit faire attention à ce qu'on dit, à des théories qu'on propage, puisque cela peut aboutir à des violences, à des actes de xénophobie, non seulement contre des Rwandais ou d'autres étrangers, mais aussi des actes contre des Congolais, des rwandophones qui sont là sur le territoire. Puisqu'on a parlé des Banyamulenge et d'autres, ce sont des gens qui sont sur le territoire du Congo, qui ont la nationalité congolaise, qui ont été dans cette partie du territoire avant l'existence du Congo. Avant l'existence du Congo. Donc, il y a une confusion terrible. On dit même que les Banyamulenge congolais, ça n'existe pas, que ce sont tous des Rwandais qui doivent retourner chez eux. Ça, c'est vraiment cette xénophobie-là. Je pense que ceux qui la propagent doivent faire attention, puisqu'on a vu dans beaucoup de parties de ce monde ce genre d'idéologie. En fait, chez nous, on appelle l'idéologie du génocide. Oui. Ça ressemble à ça, en fait. Donc, ça va très lentement, très doucement. Cette exclusion-là. Cette exclusion et une haine qui est distillée dans la population. Petit à petit, la xénophobie, on en rajoute une couche chaque jour. Et puis après, ça prend de l'ampleur et c'est devenu un monstre incontrôlable. Donc, c'est pour ça que je dis vraiment aux politiciens congolais et même aux cardinaux qui sont en charge de faire passer une parole d'amour et de fraternité, vraiment d'éviter ce genre de paroles. Gatete, je te vois sourire et presque rire. Le ministre est bien Parce qu'on croyait justement que les cardinaux étaient là pour ça. Nous, on a toujours cru que les églises étaient là pour prêcher l'amour, la fraternité, etc. Pas pour diviser les gens, c'est dommage. C'est très dommage. Mais en fait, c'est une indigestion des élections passées. Vous savez, si vous avez suivi les informations, l'Église catholique, la CENCO, comme ils appellent ça, le Conseil épiscopal, avait donné comme gagnant le candidat Fayulu. À maintes reprises, tu vois, apparemment, ils avaient leurs propres chiffres, etc. Mais tout cela n'a pas eu lieu, donc ils n'ont pas encore jusqu'à présent digéré. Ils ont reçu un sacré coup sur la cafetière, comme on dit, et puis ils ne sont pas encore réveillés de ça, donc ils ont trouvé une chose, un mantra trop facile et qu'ils essaient de surfer. Parce que vous savez, ils ont besoin d'exister. Vous savez, à un moment donné, la CENCO était très puissante. Besoin d'exister, c'est-à-dire qu'on ne peut pas... Politiquement. Il n'y a pas un autre projet de société, il n'y a pas un autre discours à tenir. De survivre politiquement. Mais comment vous pensez que Marine Le Pen existe? Comment vous pensez que tous les partis de droite extrême existent? Mais c'est le projet le plus... C'est l'approche la plus facile. Le raccourci le plus court, c'est la xénophobie, c'est la stigmatisation, c'est l'exclusion. C'est comme populisme. ça. Ce populisme, c'est trop facile. Ce que Gatete dit là, c'est très important parce qu'aujourd'hui, aussi, revenir par rapport à l'actualité, nous sentons un rapprochement qui est tellement visible dans plusieurs domaines entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Vous pensez que c'est pour de raisons politiciennes que cette théorie également arrive? Ça, c'est sûr. Y a-t-il des jaloux? Ça, c'est sûr, puisqu'on a vu, depuis l'élection du président Félix-Antoine Tshisekedi,
un rapprochement entre le Rwanda et la RDC, mais aussi une nouvelle approche. D'abord, sur le plan sécuritaire, vous savez, les FARDC, donc l'armée du Congo ne s'est pas métamorphosée du jour au lendemain. Donc l'armée est toujours la même. Mais il y a eu un changement, c'est un changement de leadership, avec une volonté de s'en prendre à ces groupes génocidaires et terroristes qui sont à l'est de la RDC, les FDLR, les ANC et les autres. Et vous avez vu que l'année 2019 a été vraiment une année terrible pour ces groupes dont beaucoup de leaders ont été tués ou arrêtés. Et puis il y a aussi une volonté du président Tshisekedi de s'engager dans une intégration régionale et une coopération avec les pays de la région. Dans ses discours, lorsqu'il était venu ici pour le CEO Forum en mars, et dans d'autres discours, il a toujours parlé de coopération régionale, de laisser le passé au passé et de s'engager dans une coopération régionale, dans une intégration régionale. Et d'ailleurs, la RDC a fait une demande pour intégrer la communauté est-africaine, ce qui démontre la volonté du président Tshisekedi de construire une région basée sur la coopération, l'entente, des projets de développement, et puis de laisser vraiment ce passé-là caractérisé par les violences et la guerre au passé. Justement, le passé a été lié par rapport aux questions de sécurité au niveau de la région. C'est également par rapport au discours du cardinal Fridolin Ambongo, si je me rappelle bien, il a parlé des mouvements de troupes au niveau de la sous-région. Il parle des ADF Nalu. Il y a toutes sortes d'amalgames un peu. On a du mal à comprendre exactement qui est qui fait quoi. J'aimerais qu'on écoute une fois de plus le gouverneur du Nord Kivu, Charlie, qui parle de la présence des troupes rwandaises par le biais des relations entre le Rwanda et la RDC aujourd'hui, qui ferait à ce que le Rwanda ait la porte grandement ouverte pour se promener en RDC. On suit le gouverneur Charlie, ce qu'il dit ou pense de cette présence des troupes rwandaises. Vous avez évoqué des questions de troupes rwandaises. Je n'ai pas de formation comme gouverneur parce qu'en fait, nous aimons trop la spéculation au Nord Kivu. Mais je suis aussi de ceux qui pensent qu'il faut éviter la stigmatisation. Dans l'armée congolaise, on peut trouver toutes les communautés de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas que quand vous arrivez à Beni, parce que les ADF Nalu ont recruté non seulement dans le district de Kasese, ils ont aussi fait captifs certains Congolais de tous bords et ils ont obligé certains Congolais à devenir combattants. Et si vous trouvez 2, 3, 4 Nandais dans les EDF Nalu, et tirez la conclusion que les EDF Nalu sont des Banandais. Et on doit éviter des questions de généralisation au Nord Kivu parce que ça déconcentre les efforts fournis par l'armée. Je sais qu'à Nyabiondo, il y a des groupes armés. Il y a un PCLS, il y a même un DC de Guido qui se battent, qui endeuillent. Et nous sommes en train de sensibiliser tous ces groupes-là pour qu'ils se désencagent, pour qu'ils se rendent auprès des FARDC et faire la paix ensemble. C'est le travail que nous faisons du côté de Nyabiondo, mais je n'ai aucune information sur la spéculation des troupes rwandaises. Quand les troupes rwandaises étaient arrivées ici, je crois à l'époque, tout le monde avait si. A fortiori, nous, qui gérons la province au quotidien, nous devrions déjà le savoir. Mais je vous confirme que je n'ai aucune information sur ça. Mais dans cette région de la République, je sais qu'il y a trop de spéculations. Et il suffit qu'on trouve quelqu'un dans l'armée congolaise qui parle une langue apparentée aux pays voisins, on fait des conclusions. C'est la même chose partout quand vous êtes sur les frontières du Bas-Congo avec l'Angola, on peut facilement confondre les gens du côté Kaemba. Et d'ailleurs, c'est une histoire, Kaemba a été connue à cause des spéculations aussi comme ça. Docteur Siaka, c'est quand même trop de vérité. Peut-être
qui fâche également, ce qu'il dit là. Pourquoi, quand il s'agit des autres communautés qu'on retrouve de part et d'autre de la RDC, c'est-à-dire en Angola où on retrouve les Lunda, ou au Katango on retrouve les Bemba et autres, pourquoi quand il s'agit d'avoir des hommes en uniforme rwandophones, ça pose problème? Cela pose des Pourtant, problèmes. ils se battent pour la République. Oui, ça revient toujours à la théorie le mythe mythique. Parce qu'il ne faut pas oublier que la haine contre les rwandophones en RDC a toujours servi de fonds de commerce. Pour tout politicien qui fait de la base politique ou de la politique politicienne, il faut toujours chercher à entrer par cette petite porte ou même par une fenêtre, peu importe les conséquences que cela entraîne. On le disait tantôt, comment un homme d'église, un cardinal, se permet, et j'estime que l'Église catholique est implantée partout en RDC, je suis très sûr qu'ils ont beaucoup d'accès à l'information et donc ils savent la vérité par rapport à ce qui se passe. Donc en faute de commerce, il faut absolument montrer qu'il y a des rwandophones qui sont entrés au Congo. Et ça a servi pendant des années, particulièrement à l'Est. Dans d'autres régions, je ne vois pas de problème par rapport à cela. Ouais. L'ambassadeur Nduhungirehe, le Rwanda aujourd'hui, par rapport à cette victoire des troupes congolaises sur les groupes rebelles, terroristes qui se vissent dans la partie est du Congo, je ne sais pas si le Rwanda n'a pas le droit d'exprimer ses inquiétudes par rapport à certains groupes qui opèrent dans la partie Est, où le Rwanda devrait peut-être se calmer et croiser les bras, voir ce qui se passe. Tout gentiment, non? C'est difficile, puisqu'en fait, il faut savoir que en fait, cette situation à l'est de la RDC a pris une autre tournure avec le génocide perpétré contre les Tutsis. Et donc, ces ex-FAR, donc l'ancienne armée qui a commis le génocide, avec les miliciens qui se sont allés, qui se sont installés. Et d'ailleurs, les Nations Unies n'ont pas bien géré l'affaire. Ils ont laissé ces groupes se mélanger avec les réfugiés et ils ont contrôlé les camps. Et puis, ils se sont réorganisés. Ils ont formé une armée qui s'est appelée ALIR et puis qui s'est appelée FDLR. À 2 mètres de la frontière. Exactement, à 2 mètres de la frontière. Qui s'appelait FDLR. Et puis, les FDLR se sont divisés en plusieurs factions. Il y a Rudurunana, il y a CNRD, etc. Et ce sont des groupes génocidaires qui ont juré de déstabiliser le Rwanda et de reprendre le pouvoir. Et puis, il faut voir, l'année passée, ce qui a été fait de ces opérations, ils ont quand même eu beaucoup plus de résultats que les 24 dernières années réunies. Ce qui est déjà une excellente chose, puisque avant... Ça doit fâcher certains esprits. Ça doit fâcher. Oui, ça fait déjà... Dans le temps, avant le président Tshisekedi, des fois, on s'entendait avec le gouvernement pour faire des opérations, et vous vous rappelez des opérations Moja Wetu, etc. Et puis des fois, ça se compliquait, il y avait des relations troubles à l'époque. Mais quand même, l'année passée, l'année 2019, et ça a continué cette année, on a vu quand même qu'il y a une volonté du président Tshisekedi d'en finir avec ces groupes armés. Parce que ce sont des groupes armés, bien sûr, qui veulent déstabiliser le Rwanda, mais qui, en premier lieu, déstabilisent le Congo. Ces groupes tuent des Congolais, violent les Congolais, pillent les Congolais et exploitent les ressources naturelles des Congolais. Donc, s'il y avait des gens à vouloir qu'on les éradique, ce sont des Congolais, y compris ces politiciens-là. Donc, c'est pour ça que... Donc, pour le Congo, ces groupes ne sont pas une menace. C'est plutôt... les peuples congolais vivent avec tous ces malheurs au quotidien. Pour le Rwanda, c'est une menace. Pour le Congo, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais pourquoi les gens qui vivent la réalité, Gatete, pourquoi les gens qui vivent cette réalité ne comprennent pas le danger qui les guette? Il faut un raccourci. Donc, ils disent, quand il y a les FDLR et tous ces groupes-là, quand ils tuent et violent, on met ça sur le compte du Rwanda. En fait, c'est le même ennemi du Rwanda, le même qui menace la sécurité. C'est très paradoxal. Donc, si vous demandez à un Congolais qui est basé à Bruxelles, généralement dans les rues moitié sous pendant la journée, il va vous dire que les Congolais
que les Congolais sont en train de souffrir dans l'Est à cause du Rwanda. Nous, on dit, mais on a les mêmes problèmes, on a les mêmes ennemis que vous. Mais en fait, tout ce qui se passe à l'Est de la RDC, tous les mouvements que monsieur le ministre vient de citer, qui sont là-bas, qui sont protégés, des fois, parce qu'en fait, vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont fait de la politique, qui se sont maintenus en politique, qui se sont enrichis, qui ont fait des carrières militaires grâce à ces mouvements. Les mouvements qui sont au Congo, s'ils sont là aujourd'hui, 25 ans plus tard, alors qu'ils sont déclarés groupes terroristes par tout le monde, par les Nations Unies, etc., c'est parce que ça avantage certaines personnes. Ces personnes-là ne sont pas rwandaises, ce sont des Congolais. Alors, si vous demandez à un Congolais, mais vous savez, il y a toutes sortes d'accusations qui se passent tous les jours. Quand le FDLR tue des gens au Congo, on accuse le Rwanda. Quand Runana, etc., etc. Donc, bref, les Congolais ont une théorie simple. Tous les malheurs qui se passent au Congo aujourd'hui, alors que le Rwanda demande, est-ce qu'on peut venir vous aider à résoudre la question? Ils disent, non, 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 ne venez pas. Par contre, si cette question-là vous pourrit la vie aux Congolais, on accuse le Rwanda, c'est paradoxal. Alors, en fait, c'est ça. C'est pour ça que les Congolais ils disent que c'est la faute au Rwandais. Quand FDLR fait quelque chose, c'est la faute au Rwanda, etc. Et c'est ça le raccourci c'est la confusion totale, en fait. Cette confusion également, c'est par rapport au flux migratoire. Autre théorie, autre information qui est venue avec cette balkanisation, c'est le Rwanda qui déverserait ses citoyens sur le territoire congolais. Et c'est des citoyens rwandais qu'on déverse, encore une fois, au nord Kivu. Et le nord Kivu, par la voix du gouverneur, une fois de plus, il est étonné d'entendre qu'il y a des Rwandais, des masses de population qu'on déverse sur le Congo, des civils, cette fois on ne parle pas des militaires. J'aimerais une fois de plus qu'on puisse écouter, parce que le ministre Ndoundile, vous avez réagi plusieurs fois par rapport à cette théorie de déverser les Rwandais sur le sol congolais. Lui, il parle exactement de ce flux migratoire. Il reconnaît qu'il y a des flux migratoires sur le sol congolais ce dernier temps. Mais qui sont ces gens exactement? Ce qui est vrai, il y a, comme dans tous les pays de l'Afrique centrale, il y a des troubles sociaux dans beaucoup de pays. Il est vrai aussi qu'il y en a au Burundi. Et ces gens cherchent où ils peuvent vivre tranquillement pour le temps qu'ils estiment qu'ils sont en insécurité dans leur pays. Malheureusement, aujourd'hui, ils ne respectent pas les règles migratoires. Ils font un peu les camouflages. Ils achètent le CPGL. Nous sommes dans la communauté de la CPGL. Quand ils passent à la barrière, ils ont le droit de passer. Personne ne leur demande où ils vont. Parce qu'ils ont les documents migratoires. Mais ils ne viennent pas comme des gens qui sont en train de fuir. Arriver peut-être à Bukavu ou dans un des villages du Sud Kivu, ils se constituent en groupe pour venir à Goma. Parce qu'ils estiment que la vie à Goma elle est plus attrayante peut-être qu'ailleurs. C'est la raison pour laquelle le comité provincial de sécurité était alerté. Et je peux vous dire qu'on est en train de rapatrier certains qui ne sont plus dans les conditions. Mais pendant qu'ils ont les documents migratoires, documents de la CPGL, dans les 3 mois, sur le plan de la procédure, de la circulation de personnes entre les pays, nous respectons ces règles. Mais quand ils seront dans l'irrégularité, on est en train de les rapatrier. Et pour des raisons de sécurité, on ne peut pas rapatrier 1000 personnes parce qu'ils vont vous fuir. Il faut trouver des gros moyens pour ça. Et nous avons déjà fait des rapports aussi à Kinshasa parce que c'est un problème qui engage les 2 pays. Les 2 pays, on ne parle pas de 3 pays. Ici, on parle de flux migratoires. Venu du Burundi. Venu du Burundi. Il a parlé du Burundi, je pense. Il parle du Burundi, mais une fois de plus, on se demande, au XXIe siècle, en 2020, le Burundi et le Rwanda, c'est toujours ce même pays, ce même peuple. Oui.
En fait, il faut se rappeler des paroles du cardinal Fridolin Ambongo. Justement, c'est le Parce que cardinal lui, qui a parlé. il a utilisé le terme déverser. Le Rwanda est en train de déverser des populations qui étaient réfugiées en Tanzanie dans un objectif de balkanisation. Ce qui est vraiment assez étrange. Mais ça, c'est le gouverneur du Nord Kivu. Et on entend la le gouverneur... province dans laquelle on a déversé. Exactement. Mais on n'a pas déversé. Non, ça, la province dans laquelle, selon le cardinal, on a déversé. C'est ça. Donc le terme déverser est un mot fort et un mot irresponsable. Et donc on a entendu le gouverneur, il n'est pas au courant de ce déversement de la population rwandaise dans sa province. Il parle des problèmes qu'il y a au Burundi et des flux migratoires à partir de ce pays. Et donc ce qui démontre vraiment qu'on est dans la folie la plus totale. On a des gens qui sont vraiment, qui sont des notables, qui ont une responsabilité et qui s'adonnent à des théories du complot qui sont vraiment assez dangereuses si elles sont entretenues. On voit bien que ça fait quand même quelques mois qu'on est en train de parler de cette soi-disant théorie de balkanisation parce qu'elle a été portée par des hommes politiques et des hommes d'église. Et donc, c'est vraiment une théorie qu'il faut combattre et qui caractérise aussi une volonté de nuire à l'actuel président et à son action. Vous parlez du cardinal Fridolin, mais on a vu même jusqu'au Sénat, certains responsables au niveau du Sénat, dont la responsable des affaires étrangères au niveau de la commission sénatoriale, qui également parle de la balkanisation. On sent que c'est quand même à tous les niveaux de la vie politique ou de la vie... les gens ont du mal vraiment à comprendre un peu la réalité. C'est une confusion totale, mais j'ai suivi le discours du cardinal Fridolin. J'ai suivi le discours un peu avant de l'ex-premier ministre Adolphe Muzito. Le discours a été repris par d'autres acteurs politiques au niveau régional. Il y a un mouvement dont l'ex-ministre Bitakwira. Il y a eu tout un mouvement entre ce qu'ils appellent les notables du Sud et du Nord Kivu, du Grand Kivu, pour dénoncer la balkanisation. Je crois que c'était à l'occasion d'une conférence et tout le monde est sorti et s'est exprimé devant les médias pour dire non à la balkanisation, avec de longs discours. À mon avis, le rapprochement entre le Rwanda et la RDC fait beaucoup de jaloux. Et parfois, je suis même tenté de considérer qu'il y a déjà une sorte de perspective électoraliste. Est-ce qu'ils ont en tête 2023? Ils commencent déjà à discréditer le président Tshisekedi en vue de se positionner. Je pensais de considérer toutes les hypothèses comme possibles. Cette balkanisation va également avec ce sentiment anti-rwandophone. Toujours au cours de la tournée du président Félix Tshisekedi, il s'est exprimé sur la question de ce sentiment et il rappelle qui est congolais et qui ne l'est pas et surtout quelle est la direction que le pays a prise aujourd'hui par rapport à tous ses fils et filles. On suit le président Félix Tshisekedi pour un peu rebondir sur ses propos juste après. Je voudrais échanger avec vous à propos de la situation dans les hauts plateaux de Minembwe, Fizi et Uvira. C'est un des théâtres de violence, mais je vous rassure que nos yeux sont grandement ouverts. Sur place, il y a des problèmes de cohabitation des communautés. D'un côté, nous avons les Banyamulenge et d'autre part, nous avons nos frères Babembe, les Bafulero et d'autres. Comme vous le savez, dans nos pays, certaines communautés vivent de la terre pendant que d'autres sont dans l'élevage et cela suscite des problèmes de cohabitation.
C'est cela qui a abouti à la naissance de la haine avec certains de nos frères qui ne veulent pas de leurs frères Banyamulenge. Ils leur exigent de partir et de quitter leur terre. Je veux vous dire ceci. Clairement, les Banyamulenge sont des Congolais. Arrêtons de nous haïr entre nous. Je veux qu'on se comprenne très bien. Les Banyamulenge sont sur le sol congolais depuis des générations. Des générations et des générations. Docteur Chaka, c'est clair ce que le président Félix dit, mais aujourd'hui, pourquoi toujours les gens ont du mal à accepter cette réalité, les Banyamulenge? Quand est-ce que les gens comprendront la ligne de démarcation entre les Banyamulenge et le Rwanda? Le président Tshisekedi a tout à fait raison et il n'a fait que répéter ce que tout le monde connaît depuis. Les Banyamulenge existent au Congo depuis le XVIIe siècle, si vous avez lu Alexis Kagame. Ils ne sont pas partis le même jour. Il y a eu des mouvements qui ont suivi, mais des siècles et des siècles, basés au Congo. Le rejet est lié à une sorte de folie, comme quoi une certaine morphologie ne correspond pas à un état donné, à une certaine région. Comme si ils ne sont pas éligibles à être des citoyens congolais à part entière. Et c'est pour cela que chaque fois que des discours comme celui de la balkanisation reviennent, il y a risque que ces populations se fassent massacrer encore parce qu'ils vont payer la facture. Ce sont des voisins, ils sont proches, ils n'ont pas de protection. J'estime que ça ne fait que renforcer la vulnérabilité dans laquelle ils se trouvaient déjà. Vous parlez des répercussions sur les Banyamulenge, les Banyamulenge avec leur cohabitation avec d'autres communautés. Absolument. Ces discours viennent empirer une situation qui était déjà très mauvaise, très fragile. Comme vous l'avez suivi, il y a eu beaucoup de massacres ces dernières années. Et ça risque de s'empirer parce que chaque fois qu'il y a balkanisation, on leur demande de rentrer chez eux au Rwanda. C'est une façon de les exposer. Il a aussi fait mention des statuts économiques. Il est vrai que les Banyamulenge sont des éleveurs, principalement, alors que les Babembe, les Bafulero vivent de l'agriculture. C'est là aussi créé un peu de la pêche, oui, pour ceux qui vivent au bord du lac Tanganyika. Bafulero, les Babembe aussi, en face du Burundi. Ça crée aussi des conflits autour de l'élevage, des champs, ça existait depuis. Mais aussi une sorte de complexe d'infériorité et de supériorité qui alimente une certaine idéologie de ressentiment. Mais je veux juste rebondir sur deux choses qui m'ont choqué dans toute cette polémique. L'utilisation des mots. Moi, je pense que le cardinal est allé trop loin. Même les politiciens... Mais il a bien choisi ces mots. Même les politiciens ne sont pas allés jusqu'à dire déverser. Déverser, c'est un mot qui signifie se débarrasser généralement des déchets ou des choses, etc. Quand vous dites... Et puis, vous savez, quand le Rwanda a déversé des Rwandais au Congo, ça s'est su, ça s'est vu à la télévision. Il y avait des marées humaines qui sont parties. Mais là, vous parlez de la période 94, après le génocide. Alors, quand on parle des êtres humains, vous savez, même les politiciens occidentaux, ils n'ont jamais dit que l'Afrique déverse. C'est un terme, pour un homme de l'Église en plus, le terme déverser, c'est déjà un problème. Ensuite, quand j'ai regardé la vidéo où Tshisekedi est en train de parler de Banyamulenge, il y a des bruits dans la salle, comme quoi on n'en veut pas. Mais regardons, plaçons-nous dans l'espace, dans le temps et dans l'espace. Il se trouve où? Le discours se passe où? À Londres. Ces gens-là sont où? À Londres. Ils sont à Londres en tant que qui? Qu'est-ce qu'ils font à Londres? Si eux vivent à Londres, maintenant on laisse même la question. C'est ça la perversité de ce débat. C'est que vous avez un Congolais qui est né à Paris, qui a étudié en Belgique, qui a la nationalité anglaise, qui travaille dans l'administration, qui est anglais, qui a le passeport, qu'on ne discrimine pas, qui est en train de crier
qui ne veut pas de Munyamulenge à Goma ou à Minembwe. Même pas lui, Goma. il n'est jamais arrivé à Minembwe. Il est né à Paris, il a étudié à Londres, etc. Mais il est en train d'avoir des délires xénophobes, alors que lui-même est en position de vulnérabilité xénophobe. C'est là que ça te montre que les gens ont dépassé la raison. On n'est plus dans un espace de raison. Vous avez des gens qui sont des citoyens à part entière en Occident, qui sont en train de demander à ce que des gens... On est au XXIe siècle, on est en 2020. Vous savez, les gens de Goma et de Gisenyi, c'est à peine s'ils se rendent compte, quand ils sont à gauche ou à droite, les mœurs sont les mêmes, les cousins, les gens mangent ensemble, traversent 5 fois, 10 fois par jour. Mais quand vous êtes dans un délire comme ça, de haine ethnique, qui n'a aucun sens, alors que vous-même, vous êtes dans une situation d'accueil, dans un pays qui est en train de vous donner du travail, vous donner la nationalité, vous donner vos droits, mais vous voulez refuser des droits aux gens qui ne sont même pas comme vous, qui ne sont pas des immigrants. Ceci dit. Donc c'est assez... Ça se comprend. Je pense qu'on mène à la fin de notre émission. Peut-être, comme on dit, tout seigneur, tout honneur. Monsieur le ministre, vous pensez que ceci va endommager ou quelles sont les conséquences sur les relations entre le Rwanda et la RDC aujourd'hui par rapport à cette balkanisation? C'est une situation à négliger ou à prendre au sérieux? En fait, les relations entre la RDC et le Rwanda, ce sont des relations d'État à État. Donc, du gouvernement congolais dirigé par le président Félix-Antoine Tshisekedi et le gouvernement rwandais du président Paul Kagame. Et ces relations, comme on l'a dit, sont bonnes et se basent sur une volonté de dépasser le passé et puis de nous engager sur une coopération économique sur de bonnes bases, alors que dans le même temps, le gouvernement congolais s'est engagé à éradiquer les groupes armés. Donc, qu'il y ait des hommes politiques ou des hommes d'église ou même de la société civile qui ne soient pas contents de cette situation et qui font de l'agitation xénophobe, cela, je pense, ne va pas nuire aux relations, mais il faut quand même être vigilant. C'est pour ça qu'on fait aussi de la pédagogie et qu'on parle de la situation réelle et des intérêts de nos peuples, puisque quels sont les intérêts du peuple rwandais, du peuple congolais? C'est d'abord de vivre dans la paix. Et pour vivre dans la paix, c'est que ces groupes armés ne soient plus en état de nuire à l'est de la RDC, et puis qu'on s'engage dans la voie de la coopération et de l'intégration régionale. Et les deux gouvernements ont la volonté pour arriver à ce but. Et voilà donc ce qui nous mène à la fin de notre émission spéciale sur la balkanisation de la République démocratique du Congo. Théorie, mythe ou réalité? On va suivre cette question de près. Au moment opportun, on reviendra à vous avec force et détails. Permettez-moi de remercier mes 3 invités, dont le ministre, le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, l'ambassadeur Olivier Nduwungirehe, mais également le docteur Chiaka Agé, et également Gatete Nilingabo Ruhumuriza. Je suis Edis Abiti, c'est la télévision rwandaise. Merci d'avoir été des nôtres et surtout bonne suite de programmes sur la télévision rwandaise.